Ok, j'espère que tu vas bien. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de podcast et on va reprendre avec le choix d'une carrière, d'un métier ou d'une compétence à développer. D'accord? C'est basiquement choisir sa voie, on pourrait dire. Et j'ai beaucoup étudié ce sujet. J'ai beaucoup galéré, j'ai beaucoup stressé. Et même encore récemment, hein, d'accord? Donc là, je suis vraiment en plein dedans et j'en ressors avec plus de clarté, avec un chemin dans la direction dans laquelle je veux aller. Donc, j'aurai l'occasion de t'en parler aussi un petit peu de mon projet pour la suite de cette chaîne. Et j'aimerais arriver avec une petite idée simple pour t'aiguiller sur le bon chemin dans ta vie. Parce que effectivement, il y a 1 million de possibilités, tu vois. Et moi, je me demandais moi-même, est-ce que je veux faire un marketing? À un moment donné, j'avais même, alors j'étais parti dans le, alors, j'ai commencé d'ailleurs, j'avais 16 ans, le DJing peut-être, même 15 ans peut-être. DJing, j'étais convaincu de devenir DJ pro, un peu illusoire, mais bref. Ensuite, je suis parti dans la formation DJ. Ensuite, je suis parti dans le marketing pour les infopreneurs, comme beaucoup. J'ai arrêté pendant un certain temps, et ça quelques années, pour me lancer dans la programmation de SaaS, parce que j'ai un background d'informaticien. Très vite, j'ai abandonné et je suis revenu dans le marketing. Et aujourd'hui, je suis un petit peu en train de faire un flip entre marketing et code. Tu vas voir, je vais t'en parler tout à l'heure. Mais donc du coup, tu vois, tu as ce doute, tu peux partir dans plein de directions et tu dis mais est-ce que c'est la bonne direction pour moi? Et il y a un truc encore plus effrayant parce que un truc que j'aime beaucoup faire, c'est écouter les grands esprits de cette planète, nous expliquer quels sont leurs principes sur lesquels ils opèrent. Et un truc qui revient systématiquement chez ces grands esprits, c'est que si tu choisis un domaine dans lequel tu n'as pas d'aptitude, que ce soit naturel ou non, et je pense que c'est un mélange des deux, eh ben, tu es sûr de ne pas y arriver. Tu es sûr d'avoir une carrière misérable. Donc, en gros, tu es là, tu es face à toute cette incommensurable incertitude de choix, de cette multiplicité de choix, et d'un autre côté, on dit, attention, si tu choisis mal, c'est galère. Et c'est un des plus gros problèmes, un des plus gros regrets de la plupart des gens dans le monde professionnel, c'est d'avoir choisi la mauvaise carrière, c'est d'avoir choisi le mauvais job, le mauvais métier, d'avoir fait après la mauvaise décision. Comment on évite de prendre cette mauvaise décision? Comment on fait en sorte de se retrouver là où on doit être? C'est ça finalement la question. Le problème, c'est que t'as pas le contexte. Aujourd'hui, tu te dis, ok, parce qu'on n'est pas forcément très bon à s'évaluer, genre, est-ce que je suis bon là-dedans ou pas, tu vois? On a tendance à croire que oui, genre, quand j'ai commencé le business, il y a des années, j'étais convaincu d'être extraordinaire. J'étais vraiment extrêmement doué, plus que Warren Buffett peut-être. Voilà, j'étais vraiment tout grand, tout puissant. Alors même que j'avais pas encore de résultats, tu vois. Là, on parle de ça en 2011, 2012, 2013. J'étais quand même convaincu d'avoir la science infuse et j'expliquais à tout le monde, machin. Et en fait, quand je prenais du recul, je regardais mes résultats, que je faisais en 2012, sur mon premier business, je faisais des lancements à 1000, 2000 euros le lancement, et j'étais convaincu d'être un génie du business, tu vois, alors qu'en réalité, si on comparait mes résultats à ce que je pensais, on était très loin de la vérité. Donc on commence par, donc, quelles sont nos aptitudes, quelles sont nos forces, tu vois, et donc, pour moi, je sais aujourd'hui que l'art de communiquer, tout ce qui est persuasion, c'est pas une de mes forces. Ce n'est pas une de mes forces. C'est-à-dire que j'ai des amis, je citerai notre ami Jean-Loup Lebrun, que beaucoup connaissent, si tu me suis, tu le connais probablement, qui lui est extrêmement bon en communication. Il sera bien meilleur que moi, il présentera mieux, il sera plus avenant, il aura l'air plus sympathique que moi, parce que c'est quelqu'un qui est très doué avec la langue, et il est fait pour ce truc-là. Il adore écrire. Moi, je suis pas spécialement fan de l'écriture. Tu vois, si je dois me poser devant un texte, on me dit, ok, comment je formule ça pour donner aux gens envie de le lire? En fait, ça me gonfle, tu vois. T'écoutes ce podcast, il a pas été organisé pour capter l'attention. D'accord? Ce que j'aime faire, en revanche, c'est penser, c'est chercher des concepts qui peuvent changer ma vie. Tu vois, c'est apprendre les bons modèles que je peux ensuite implémenter dans ma vie, mettre à jour les systèmes, optimiser ces systèmes, gagner du temps. Moi, c'est ça que j'aime faire, tu vois. Et ce qui m'amène, en fait, à mon petit framework pour décider de sa carrière. Et c'est un peu spécial. Et il faut avoir la foi. Et donc, on a Steve Jobs qui nous donne déjà un premier indice. Il nous dit, quand il fait son discours à Stanford, il parle de connecter les points rétrospectivement.
Connect the dot backward. Et il dit, vous devez avoir la foi parce que vous pouvez pas les connecter en avant. Vous pouvez seulement les connecter en arrière. Ce qu'il a voulu dire par là, c'est, tu choisis une première chose, puis une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième, puis une cinquième, et un jour, par hasard, tu te rends compte que les différents choix que tu as faits convergent vers une opportunité. Dans le cas de Steve Jobs, c'était Apple. Et tu vois, il y avait la calligraphie, on le connaît pour la calligraphie, l'informatique, et tout a convergé vers la création du premier Mac. Et alors lui, quand on parle de milliardaires, il y a énormément de chances aussi qui sont en jeu. C'est des gens qui sont énormément travailleurs, extrêmement intelligents et extrêmement chanceux à la fois. Donc, c'est des anomalies complètes. Mais n'empêche que cette idée de connecter rétrospectivement les points, elle fait sens. Le problème, c'est que tu vois, tu peux voir que le premier point devant toi. Et donc, tu sais pas les 10, 15, 20 points nécessaires, les points décisionnels dans ta vie qui vont faire que, à un moment donné, tout va converger vers cette opportunité que tu ne vois pas encore. Et tu peux essayer d'y réfléchir pendant des années, tu la trouveras pas, en fait. Parce que le monde est beaucoup trop complexe, et il y a beaucoup trop de choses que tu sais pas pour pouvoir faire cet exercice. Donc, comment on fait face à cet océan d'incertitude? Bien, déjà, la première chose qu'on peut se poser comme question, c'est quelqu'un qui regrette d'avoir pris la mauvaise carrière. Pourquoi il le regrette? C'est quoi la raison fondamentale de son regret? Et c'est quasiment toujours la même. Cette raison, c'est qu'il aime pas ce qu'il fait. C'est qu'il fait des trucs qu'il déteste. Et donc, la réponse à ça, c'est de dire, finalement, on ne sait pas si on va devenir riche. On peut prendre des décisions qui vont augmenter les chances de devenir riche, très riche, mais ça reste toujours une probabilité qui est contre nous. Si que tu aies envie ou pas d'y croire à ça, c'est la réalité. Les chances, alors peut-être 1 million, si vraiment tu te donnes les moyens, ça reste globalement accessible aujourd'hui, mais de moins en moins. Par contre, 10 millions, 100 millions, 1 milliard, là on augmente, on arrive vraiment de plus en plus vers de la chance, et les probabilités sont vraiment contre toi. C'est-à-dire que, en gros, tu vas faire un pari toute ta vie, enfin, en tout cas les 10 prochaines années, tu vas bosser comme un monstre, et au bout, il y aura probablement rien. Tu vois, si je dis, tu vas bosser tous les jours 15 heures, pendant 10 ans, et tu as une chance sur 10 de gagner 100 millions. Ça demande du courage. Donc, on n'en est pas là. Moi, en tout cas, c'est pas mon objectif dans ma vie. Ce qui m'intéresse, c'est pas forcément de gagner énormément d'argent. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de faire un truc que j'aime et d'avoir suffisamment à la banque pour couler des jours heureux et sans trop de minimiser les risques, tu vois. Donc, j'ai pas besoin de vivre dans un manoir, ça ne m'intéresse pas. Je préfère avoir une marge de sécurité 10 fois supérieure à ce qui est nécessaire et puis avoir une vie sereine. Comme ça, je peux me concentrer au quotidien à faire ce que j'aime. Parce que tu vois, le truc, c'est ça, c'est que plus tu augmentes tes possessions matérielles, plus ce que tu dois faire pour conserver ces possessions matérielles, ça va être dans les actions que tu fais dans ton quotidien. Et si tu vis dans un manoir, mais que derrière t'es misérable à faire un truc que t'aimes pas pour avoir ce manoir, à quoi ça sert? Si en revanche, tu vis dans même une petite maison, même un appartement qui est confortable, sans être extravagant, mais que derrière tu passes tes journées à faire des choses que tu kiffes. C'est quoi le meilleur scénario, d'accord? Donc, ce qui m'amène à ma petite solution, c'est tout bête, mais en fait, ça demande de la foi, hein, comme il dit Steve Jobs, c'est que comme vous pouvez pas connecter les points en avant, il vous faut avoir la foi, appelez ça comme vous voulez, la foi, le karma, je sais plus sa citation exacte ce qu'il nous dit, mais il faut avoir la foi. Et pour ça, tu suis ta curiosité. C'est-à-dire que tu vas chercher. Je parle pas de passion, attention, entendons. Suivre sa passion, c'est un mauvais conseil, parce qu'il est très peu applicable. C'est quoi la passion? La passion, finalement, c'est quand tu as fait suffisamment de fois une chose que tu aimes, et ça se renforce. Ça, c'est le principe de punition et récompense, hein, au conditionnement opérant. Je fais l'activité A, j'ai du plaisir à le faire, ça renforce mon envie de faire l'activité A, etc. Et donc, crée une boucle. Et en fait, plus tu augmentes ton expertise, plus ça devient facile de faire l'activité et d'obtenir des résultats. Parce qu'au début, ça demande beaucoup d'efforts, tu as peu de résultats, mais plus tu avances, moins ça demande d'efforts pour plus de résultats. Et donc, du coup, tu as ce renforcement positif qui fait que tu deviens de plus en plus passionné par ce que tu fais. Maintenant, moi, je ne suis pas en train de parler de ça. Je suis en train de parler de curiosité. C'est-à-dire ce qui naturellement attire ton attention. Qu'est-ce que tu as envie d'apprendre? Qu'est-ce que tu as envie de consommer? Qu'est-ce que tu as envie de bricoler? Il y a une citation, je ne sais plus exactement comment elle va,
c'est les technologies de demain sont les hobbies de week-end des gens intelligents. C'est-à-dire que, par exemple, la crypto-monnaie, celui qui a inventé la crypto-monnaie, qui sont, on sait pas vraiment, d'accord? Bah, c'était sûrement un de ses hobbies à côté, il a jamais pensé que ça donnerait ça, mais il a kiffé inventer ce truc. D'accord? Et c'est souvent le cas. C'est des gens qui ont vraiment des hobbies et ils bricolent avec des technologies et tout d'un coup, ces technologies, elles deviennent intéressantes. Ils lèvent des fonds, ils lancent un truc. Et donc, suivre ta curiosité, c'est ça, c'est qu'est-ce qui attire ton attention? Qu'est-ce que tu fais naturellement? Tu vois, moi, je me suis par exemple rendu compte, et j'ai résisté à ça pendant longtemps, que rédiger des contenus, c'est pas le truc qui attire mon attention. Genre, je vais pas passer toute la journée à rédiger du contenu en mode, ouais, c'est génial, c'est génial. Je déteste pas parler de mes trucs, tu vois comment je fais ce podcast, je trouve ça sympathique, mais comme je t'ai dit avant, reformuler 40 fois le contenu pour qu'il soit le plus engageant possible, ce qui est basiquement le marketing, hein, d'accord? Ça, c'est pas ce qui m'attire le plus. Je le fais, j'en souffre pas, je le fais, c'est ok, mais ce que je vais naturellement faire toute la journée, sans y penser, c'est d'optimiser mes procédures. Alors, il y a beaucoup de monde qui vont dire « Ah, putain, ça c'est chiant, franchement, c'est quand même mieux de rédiger du contenu. » Ok, bah tu vois, moi, ce que je kiffe, c'est optimiser mes process. Pourquoi? Parce que derrière, je gagne du temps. Si je peux faire le même truc en 1 heure plutôt qu'en 1 semaine, enfin, tu vois, le truc, il est là. Et comme j'ai déjà une bonne connaissance en informatique, en programmation, et que mon cerveau, il est naturellement câblé comme ça, j'ai cette curiosité de « Ah tiens, là, je peux gagner 2 heures. » Parce que moi, je suis un gros flemmard de base, tu vois. Je suis pas Alex Hormozy, moi. Je suis pas en mode hard work, 40 heures par jour. Je connais d'ailleurs personne dans mon entourage qui est comme ça. D'accord? J'en vois plein sur Internet, mais en vrai, finalement, ils sont pas si... Voilà, bref. Il y a combien d'heures effectives, vraiment, travaillent dans ta journée? Ça, c'est une autre question. Mais je doute qu'il y ait vraiment des gens qui travaillent 80 heures par semaine de manière effective. Bah, moi, je vois, là, j'ai bossé ce matin, j'ai édité des contenus. Je serais incapable de faire ça l'après-midi, donc ça va être des choses, bah, tu vois, comme ce podcast et d'autres tâches plus légères. Je vais expérimenter un petit peu avec l'IA, hein, je suis en train d'apprendre ça, mais même là, c'est déjà presque un peu lourd comme job. Bref, ce que je veux dire, c'est que moi, je suis un flemmard et j'aime optimiser mon temps, parce que tu vois, moins d'input pour plus d'output. Basiquement, c'est travailler moins, gagner plus. Hein. Je veux dire, qui n'aime pas cette idée? Donc, je suis vraiment passionné par ça et j'aime ce côté hors, genre, pourquoi je ferais un truc qu'une machine peut faire à ma place? J'aime mettre en place les process, j'aime moins les exécuter. Donc au début, il faut faire les deux, mais je suis vraiment dans ma tête, c'est je construis une machine qui peut se passer de moi. Moi, c'est vraiment ça mon objectif. Et quand tu es dans de l'infobusiness, le problème, c'est que l'infobusiness, il peut pas se passer de toi vraiment, parce que si tu crées du contenu, c'est la tête du fondateur, la tête du créateur, qui est mis en avant et on achète parce que c'est ta tête, justement. Donc comment on retire le fondateur sans retirer la tête du fondateur? On peut générer la tête avec l'IA, machin, mais ça reste encore un petit peu, voilà. Par contre, c'est pas noir ou blanc, tu vois, on peut supprimer la majorité du travail du créateur en l'automatisant ou en le déléguant. C'est pour ça qu'il y a des ghostwriters, voilà, il y a un l'IA maintenant aujourd'hui, et ça m'intéresse. Moi, j'appelle ça industrialiser le contenu. Et là, ouais, machin, le contenu, ça s'industrialise pas, approche artisan. J'entends, et c'est une approche qui est tout à fait honorable. Et si c'est ça que tu kiffes dans ta journée, fais-le. Maintenant, si ce que tu kiffes, c'est de travailler moins et gagner plus, c'est pas forcément un mindset qui va te servir. Un mindset qui va plus te servir, c'est le mindset de Andy Warhol, qui lui, bah, basiquement, il a industrialisé l'art, hein. Et donc, le but, c'était de pouvoir, c'est un des mecs, je crois, un des 5 mecs qui a le plus produit, d'art dans le monde. Je vais te dire un chiffre, je suis pas sûr de ce chiffre, mais je crois que 10 à 20% des œuvres d'art vendues, c'est Andy Warhol. Enfin, tu vois, pour te dire à quel point le mec a été ultra productif parce qu'il a industrialisé l'art. Il a une manière de faire de l'art qui pouvait être répliquée, et donc lui trouver les idées, puis une fois que l'idée était faite, bah, il y avait un processus derrière que je pourrais pas expliquer en détail, de production qui faisait qu'il pouvait à l'échelle reproduire ces tableaux. Bref, et donc, ça m'intéresse. Parce que ça, c'est pensé comme un entrepreneur. D'ailleurs, tu prends... c'est la différence entre un inventeur et un entrepreneur. L'inventeur, ça va être Nikola Tesla, qui va inventer l'ampoule électrique, et l'entrepreneur, ça va être Thomas Edison, qui va rendre l'ampoule électrique viable. Parce qu'on dit... puis après, on dit, Thomas Edison, il a inventé l'ampoule électrique. Non, c'est pas lui. Alors, il y a Nikola Tesla, il y en a d'autres qui avaient inventé des versions des ampoules électriques. Ce qu'il a fait Edison, c'est qu'il a trouvé une version viable économiquement.
de l'ampoule électrique. Et après, il y a un système de distribution à l'échelle. C'est pour ça que c'est Edison qu'on connaît en tant qu'inventeur d'ampoule électrique, parce que c'est lui qui l'a rendu mainstream, cette idée. D'accord? Cette invention. Mais il n'a pas inventé l'ampoule à incandescence. Ça, c'est pas vrai. Pourtant, c'est lui qui récolte le gros des lauriers. T'as Tesla qui est mort dans la misère. Pourtant, Tesla était probablement un plus grand inventeur que Edison. Donc, il y a une leçon là derrière. Il y a une notion de productivité. Il y a une notion, justement, de mettre en place des machines, d'être capable, tu vois, il y a il y a l'artiste et il y a l'industriel. Moi, je suis plus un industriel. J'aime aussi le côté artistique. J'ai été DJ dans la musique. Mais tu regardes, encore une fois, dans la musique, c'est un excellent exemple. On dévie un peu sur le podcast, mais je vais revenir, ça donne un peu de substance et de contexte. Mais tu prends les plus grands DJ producteurs, les plus connus. Qu'est-ce qu'ils font? Il y a des banques de samples, donc des banques d'échantillons audio. Ils vont chercher les échantillons audio et ils créent un son avec. Genre, t'as une mélodie déjà préenregistrée. J'ai vu des David Guetta et compagnie qui reprennent l'enregistrement exact et qui t'en sortent un son. Ils rajoutent des basses dessus, ils te sortent un son derrière. Et c'est pas qu'ils comprenaient la mélodie, mais le truc c'est devenu un carton. J'ai joué des sons. Et plus tard, quand j'achetais des banques de sons, je retrouvais dans la banque de sons l'échantillon original. Je dis putain, en fait, c'est de l'arnaque. Et j'ai un son en tête là, mais j'ai plus le titre, de Guetta notamment. Et tout est comme ça en fait. Tu vois, il y a celui qui invente et il y a celui qui industrialise le truc. D'accord? Tu prends sur les réseaux sociaux, c'est la même chose. Celui qui a le plus de vues, qu'est-ce qu'il fait? Il va chez les petits créateurs qui sortent des bons contenus. Ils prennent les idées des petits créateurs et ils balancent ça sur leur canal de distribution qui amène bien plus de trafic. Parce que c'est des industriels, en fait. Et donc, je suis pas en train de te dire qu'il faut devenir un industriel, je suis en train de te dire qu'il y a un spectre, d'un côté les artistes, de l'autre côté les industriels, et tu choisis, en fait, sur ce spectre, est-ce que tu veux être le petit artisan, le petit boulanger qui fait son pain? Ce qui est complètement ok, hein, je veux dire, encore une fois, parce que le but, c'est de suivre ta curiosité, de suivre ce qui t'inspire naturellement, et si c'est rien de prendre un chemin qui potentiellement peut te rapporter beaucoup plus d'argent, mais si tu détestes ce chemin-là, comme je disais avant, hein, c'est la grande maison, le grand manoir, mais t'es misérable dedans, ou alors, bah, tu vois, tu deviens un artisan. Moi, ce que j'aime, c'est le côté industriel, c'est dire, bah, comment je peux produire des contenus de très haute qualité, tout en m'extrayant du processus au maximum. Que ça me prenne, genre j'ai une idée, comme en D-roll, j'ai une idée, en 5 minutes, je griffonne l'idée, et ensuite je balance ça dans mon process, et il y a les contenus de l'autre côté qui sortent. D'accord? Par exemple, en 1 heure, je peux produire 1 semaine de contenu, tu vois, et sans avoir des contenus rédigés façon ChatGPT, tu vois, de merde, tu vois, parce que les contenus génériques, ça va juste faire du mal à ta marque. Donc c'est pas l'idée. L'idée, c'est au contraire d'avoir des idées encore plus qualitatives. Vu que j'ai du temps pour trouver ces idées, bah derrière, j'augmente la qualité. Derrière, il y a une production. C'est tout un challenge que je suis en train de mettre en place. Moi, c'est vraiment ce truc que je kiffe, tu vois, et comme ça, je te donne quand je suis ma curiosité, j'en reviens finalement à cette idée qui m'a tout plus de souffle à force de ramener ma science, et j'en viens à cette idée d'optimiser mon temps, d'industrialiser, de mettre en place des machines. Si tu me suis depuis un moment, tu entends souvent ces thèmes récurrents qui reviennent. Et je suis là, en fait, tu vois, les infos business, le problème, c'est qu'on est piégé dedans, on travaille dans son info business, et moi, j'ai envie de travailler sur mon info business. Le problème, c'est que c'est des trop petits business pour engager des grosses équipes, pour pouvoir faire un exit, et en plus, il n'y a pas de valorisation, une faible valorisation sur ce genre de business, vu que le fondateur est indispensable pour que le système y tourne. Donc, comment je peux faire en sorte de m'extraire du système au maximum avec les ressources actuelles, avec un petit business comme ça, qui génère même pas, genre, tu vois, c'est un business qui génère 200 000, 300 000 par an. C'est compliqué d'avoir un CEO avec toute une C-suite et puis des mecs en dessous, enfin, tu vois, je veux dire, tu vas manger du pain à la fin de la semaine, quoi. Donc, comment faire ça avec les outils actuels? Donc, avec l'IA, avec le no-code, etc., et éventuellement 1-2 personnes, mais avoir un business qui est extrêmement lean, qui est extrêmement toute petite équipe. D'ailleurs, là, je suis convaincu que l'avenir avec l'IA, c'est des micro-équipes. Hein. On a Sam Altman là, qui parlait du business milliardaire à 1 personne. Bon, ça annonce pas forcément des belles choses en termes de redistribution économique. Hein. La note Pareto à l'extrême, le 1% qui possède le 90% des ressources. Bientôt, on sera, je crois qu'on est à peu près à 5% qui possède le 50%, un truc comme ça. Peut-être plus 5. Je crois que c'est même plus, je crois que bref. Et donc du coup avec l'IA ça va s'accentuer. Ça veut dire que les pauvres gagneront de moins en moins et les riches de plus en plus. Hein. On est sur un trend qui a quelques centaines d'années déjà.
Et voilà, c'est comme ça. Mais bref, donc du coup, c'est mieux d'être du bon côté, du bon côté du truc. Et donc moi, vraiment, je suis passionné par cette idée de, tu vois, pourquoi engager quelqu'un si je peux déléguer ça à la machine? Et avoir une micro-équipe et avoir un système qui tourne et qui génère beaucoup de résultats avec très très peu de monde et très très peu d'efforts. Tu vois? Je déteste faire 3 fois la même chose. Je préfère ensuite dire, ok, ça, une fois que j'ai compris le truc, ça devient mieux, j'automatise. Donc, j'en suis devenu à cette idée du productiseux de gourou. Parce que l'anglais, c'est rigolo. Donc, le gourou productisé en français. C'est-à-dire de standardiser un business de formation et de pouvoir s'en défaire et travailler dessus plutôt que dedans. C'est-à-dire, il me faut 1 heure par semaine pour rédiger mes contenus sur les réseaux sociaux, tourner mon podcast, etc. Tu vois, 1 à 2 heures. Et donc, du coup, je pourrais stacker en 1 semaine de boulot, une année de contenu, tu vois, à l'extrême. Alors, je ferai peut-être pas ça 1 fois par année parce qu'il y a quand même des changements et tout à anticiper, mais genre, si tous les quarters tu fais tes contenus, tu prends quelques jours par quarter pour faire tes contenus, et ensuite t'as tout ton temps derrière pour apprendre des trucs. Parce que le problème, c'est ça, c'est que moi, j'aime me plonger très profondément dans un seul sujet, poncer ce sujet, et voilà, le truc, c'est quand t'es coincé dans un sujet, puis que tu dois créer du contenu quotidiennement, en termes de créativité, c'est compliqué parce que tu vas toujours parler du même sujet pendant longtemps, mais souvent t'as peu de choses à dire sur ce que tu apprends, tu vois, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'informations qui sont importantes, et du coup, tu vas en parler pendant longtemps. Donc, bref, c'est un petit peu le dilemme que j'ai. Et donc, moi, j'aime me concentrer sur un truc et même pas avoir besoin de penser à créer du contenu. Je dis, ok, là, j'apprends ce truc, pas pour créer du contenu, pas pour en parler aux autres, comme fait la majorité, hein, genre, j'apprends ce sujet et à peine j'ai suivi la formation, je sors du contenu sur le sujet. Non, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'apprendre le sujet pour moi, comme si j'avais pas de contenu à créer. Et que j'apprends le truc parce que je veux l'implémenter, parce que je veux le pratiquer, parce que je veux en tirer des bénéfices. Et une fois que j'ai mis en place un système, une fois que j'ai compris, une fois que j'ai acquis la compétence, même une petite compétence, des fondamentaux, à ce moment-là, je dis, voilà, j'ai bricolé avec ça pendant quelques centaines, milliers d'heures. Voilà ce que j'ai appris, voilà ce que j'ai mis en place. Si ça intéresse quelqu'un, c'est ici. Et j'aime cette approche justement des phases. Tu as une phase créative, une phase d'implémentation. Apprentissage, implémentation, résolution, et être majoritairement dans cette phase de résolution la plupart du temps, et une fois que je suis sorti de cette phase, je prends un moment de pause et j'évacue toutes mes idées, et là du coup j'ai une machine qui me permet de sortir mes idées, tu vois. Et donc du coup je travaille sur mon business, parce que quand tu es dans une phase de résolution, d'apprentissage, d'implémentation, tu mets en place des systèmes qui tournent pour toi. Voilà, donc moi c'est ça qui me parle. Comme ça, j'en profite pour te parler de la direction que je prends avec cette chaîne, avec ce podcast. Donc productiseux de gourou. Et donc pour en arriver à ça, j'ai suivi ma curiosité. J'ai passé, ça fait 1 année et demie. Si tu me suis depuis un moment, tu verras, je tourne un petit peu en rond, je reviens, je repars, je suis instable, parce que justement volontairement, j'expérimentais, j'essayais d'écouter ma curiosité. C'est un travail qui prend du temps et qui est jamais vraiment terminé en fait. D'accord? Et là, chaque fois, tu sais, j'étais dans le doute. Tu sais, si tu as déjà ce truc, tu commences un truc, tu doutes. Puis tu recommences autre chose, puis tu doutes. Puis tu recommences autre chose, puis tu doutes. Et on te dit, fixe-toi sur un truc et va dans cette direction. Ça, c'est un conseil, un mauvais conseil à mon avis. C'est parce qu'il faut pas changer de niche toutes les 3 semaines. C'est vrai et c'est faux en même temps. Ça dépend tout dans quelle phase tu es. Parce que si tu choisis encore une fois une niche et que tu forces, mais qu'en fait ça t'intéresse pas vraiment, que tu fais juste ça pour les résultats et que t'es pressé parce que tu veux les résultats rapides, tu vas te forcer à faire un truc que tu aimes pas. Et après, derrière, t'as le mec qui te dit hard work, bosse 12 heures par jour, machin, alors que lui-même, il bosse 12 heures par jour parce qu'il kiffe une grande partie de ce qu'il fait. Mais que s'il kiffait pas ce qu'il faisait, qu'il forçait, comme il te dit de forcer sur le truc que tu fais pas kiffer, lui-même, il n'arriverait pas à bosser 12 heures par jour. Sauf quelques exceptions de la nature, éventuellement. Mais, tu vois ce que je veux dire? Donc, oui, il y a de la merde à faire, oui, il y a des trucs qui vont pas te perdre dans tous les métiers. Par contre, si le cœur de ce que tu poursuis, ça t'inspire pas, ça te donne pas envie de te lever le matin pour changer les choses, sans forcément leur changer le monde, hein, mais j'entends, tu vois, moi, cette idée de faire un exit sur les infos business en mode de travailler sur son business, me productiser, tu vois, productiser de gourou. Ça m'inspire vraiment, parce que c'est ce que je fais depuis des années naturellement, et je passe, quand j'ai du temps libre, pour m'amuser, je fais ça. Je dis, qu'est-ce que je peux automatiser? Qu'est-ce que je peux simplifier? Comment je peux faire en sorte que le business il puisse se passer un peu plus de moi? J'ai ces questions en tête. Je n'ai pas des questions du style quel contenu je peux créer, tu vois. De temps en temps, j'ai un contenu, une idée qui me vient, donc je rédige. Mais souvent, dans ma tête, elle est sur le côté opérationnel. Donc, je pourrais forcer dans le sens agence, marketing, etc. Mais en même temps, tu vois, moi, je suis plus stratégie. D'ailleurs, si tu as déjà pris un consulting avec moi, on va surtout parler de la stratégie. Stratégie et développer les idées. Mais
rédiger les contenus en tant que tel, faire de la copie-correction, c'est pas quelque chose que je fais parce que je suis pas naturellement bon là-dedans et je suis convaincu que c'est pas ce qu'il y a le plus, c'est pas là où je peux apporter le plus, tu vois. Par contre, quand il s'agit de prioriser, de créer des stratégies, d'opérationnaliser, mettre en place les systèmes, là, je suis là, tu vois, et je kiffe faire ça. Je peux passer des heures sur le business d'un de mes clients pour dire, bah tiens, là, on peut gagner 3 heures par semaine, là, on peut gagner 1 heure, là, on peut gagner 20 minutes. Bam, 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 tu vois, et ça, je kiffe faire ça. Bref. Donc, j'ai suivi ma curiosité. D'accord? Et j'ai expérimenté. Et après, le truc, c'est que moi, je suis quelqu'un qui suis polymathe. Donc, j'ai un cœur de généraliste. J'aime, et c'est une bonne chose parce que être entrepreneur, c'est mieux d'être généraliste que spécialiste. Ça, le spécialiste, c'est de la connerie en bas. Donc, on expérimente les différents, tu vois, connect the dots, hein, t'expérimentes, tu vois, Jobs, il s'est mis à la calligraphie, après, il s'est simplement pointé aux cours qui suscitaient sa curiosité. Sans savoir ce qu'il allait faire après. Calligraphie, je sais pas si ça me servira un jour, j'en ai aucune idée, mais j'aime faire ça. Donc, du coup, le jour où il y a une opportunité qui se pointe, qui nécessite la calligraphie, ce qui était le cas avec Apple, ben, bam, tu vois. Donc, sur sa curiosité, comment concrètement, je vais te donner une petite piste pour t'aider à t'orienter, truc tout con, analyse tes contenus préférés. D'accord? Pourquoi? Quand tu tombes sur un contenu qui t'attire, vraiment, là encore récemment, je tombais sur un contenu, j'ai plus le titre, je peux vite faire une recherche. Voilà. Regardez sur YouTube, c'est un peu bizarre le titre. SXSW, Billion Dollar Teams. The Future of an AI-Powered Workforce, SXSW 2024. Je pense que si tu tapes SXSW 2024, Billion Dollar, tu trouves. Donc du coup, ça c'est un contenu qui m'attire beaucoup, tu vois. Ça parle exactement de ce qui m'intéresse. Tu vois, des petites équipes automatisées avec l'IA. Le paradigme de travail est cassé. Nos paradigmes, c'est d'être un généraliste créatif, etc., etc. Tu vois, donc du coup, Framework A, c'est-à-dire créer des agents, tu vois, des agents comme des microservices, et qu'on a un agent IA qui fait un truc très spécifique, un autre qui fait un truc très spécifique, puis ensuite on les coordonne entre eux pour qu'ils discutent entre eux, pour qu'ils te sortent, par exemple, tu as une équipe d'IA qui te permettent de rédiger un launch email. Donc du coup, tu as différents IA qui s'occupent de la stratégie, d'analyser les chiffres, un troisième de trouver les idées, faire la OTAN, un quatrième de rédiger les emails, etc., etc. Donc du coup, ils discutent entre eux. Et après, il y a d'autres IA qui servent à coordonner qui doit faire quoi, où c'est que je redirige, lui doit corriger les textes. Donc maintenant qu'on a rédigé les emails, on envoie, tu vois. J'aime faire ça. Pourquoi? Parce que ça colle avec cette idée de productiser le gourou, tu vois. Bref. Et là, c'est là où je veux en venir, c'est que quand tu trouves un contenu qui aspire ton attention, essaie de comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui, derrière, ça peut t'apporter? Qu'est-ce que tu penses que cette idée peut t'apporter? Et donc ça t'aidera à comprendre la cause qui t'inspire. Tu vois, moi derrière, vraiment, comme encore une fois, l'idée de retirer du temps de retirer du temps de travail, ça, moins d'input pour plus d'output, et de le faire vraiment gagner du temps, automatiser, ça me parle énormément. Et donc du coup, tu commenceras à noter des thèmes. Tu vois, moi chez moi c'est les machines, encore une fois, pense en machines, les modèles mentaux aussi, parce que c'est finalement identifier les quelques connaissances intemporelles qui m'apportent la majorité des résultats, hein, parce que j'ai pas envie d'apprendre 40 000 jours, juste apprendre les quelques éléments qui me permettront de me resservir encore et encore de ces connaissances pour faire un maximum de trucs. J'aime ça, tu vois. Ça pourrait très bien être la communication, ça pourrait être le tricot, ça pourrait être... Quels sont le type de contenu que tu consommes et pourquoi? C'est le pourquoi qui est important. Derrière, qu'est-ce qui t'attire? Regarde aussi ton historique. YouTube ou Google Chrome. Tu slalomes entre les choses un peu exotiques, si t'as pas supprimé correctement ton historique. Et derrière, tu vas chercher les contenus vraiment qui t'ont parlé le plus. Tu vois, les meilleurs livres que tu as lus aussi. Et tu te poses cette question. Pourquoi ça m'intéresse? Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce que je peux en retirer comme bénéfice, apparemment? Dans ma tête, c'est quoi le bénéfice que j'en tire? Pourquoi ça m'attire, ce truc-là? Est-ce qu'il y a aussi des choses qui t'attirent, même sans raison? Genre, tu dis, ok, j'aime juste cette idée, j'aime les belles choses. Donc, je suis attiré par le design parce que je trouve qu'un beau site internet, ça me fait me sentir d'une telle façon, tu vois. Donc, peut-être que le design, c'est quelque chose qui me parle. Et puis, tu vas avoir plusieurs
Centre d'intérêt. Faut pas essayer de trouver un seul centre d'intérêt. Moi, je suis pas en soi intéressé par l'IA. Je suis intéressé par l'idée d'automatiser un business grâce au code, grâce à l'IA. Mais j'aime aussi le côté communication, même si c'est pas ma plus grande force. J'aime apprendre, j'aime mettre en forme mes idées, de les packager d'une manière à ce que d'autres personnes puissent s'en servir. J'aime ce principe de créer des frameworks, de modéliser. Tu vois? Donc j'ai plusieurs centres d'intérêt comme ça. Et en m'intéressant à ces différentes choses, même si je sais pas comment je vais pouvoir m'en servir aujourd'hui exactement, je m'intéresse quand même à ce truc-là. Donc ça prend du temps qui est indirectement corrélé à tes résultats, parce que tu apprends un truc, tu dis, Jobs qui apprend la calligraphie, c'est pas pourquoi. D'accord? Mais tout d'un coup, un jour, tu vas trouver une opportunité qui va rassembler une bonne partie de ces choses-là, et là, bingo. Non seulement tu auras les compétences, tu seras uniquement qualifié. C'est vrai qu'il faut qualifier, il y aura peu de personnes comme toi qualifiées qui aura cette combinaison de compétences atypiques, parce que comme tu suis ta curiosité, tu es authentique, et donc il y en a pas deux comme toi, il y en a pas deux personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt, et donc du coup, en suivant tes centres d'intérêt, par défaut, tu te crées un portfolio de compétences qui sont propres à toi, qui sont alignées à tes aptitudes, parce que tu peux te concentrer toute la journée sur ces choses, donc tu kiffes les faire, donc tu développes la compétence. Parce qu'au final, c'est ça le plus important. Si tu as un talent pour un truc que t'aimes pas faire, tu vas pas réussir à le développer. Mieux vaut de prendre un truc où tu as moins de talent, mais une curiosité sans fond pour le sujet. Donc là, à ce moment-là, tu vas pouvoir le développer et devenir excellent. Et quand tu combines plusieurs de ces curiosités ensemble et que tu trouves un sweet spot, une intersection de plusieurs de ces compétences, tu te retrouves t'es unique sur le marché ou quasi unique, donc t'es rare et de valeur. Et à ce moment-là, t'es difficile à déloger. Tu vois? Le problème, c'est que pour trouver ce sweet spot, il te faut la perspective. Et pour avoir la perspective, il te faut apprendre ses compétences. Donc le truc, c'est aussi de ne pas apprendre des compétences que tu détestes pour faire de l'argent, pour vivre dans un manoir. Le truc, c'est de suivre ta curiosité pour apprendre les compétences que tu kiffes, pour te retrouver qualifié, pas uniquement qualifié, mais qualifié comme une des seules personnes dans ce sujet-là. Comme ça, si on a besoin de ce truc en particulier dans cette niche-là, c'est vers toi qu'on vient, parce que c'est toi le meilleur, parce que tu kiffes faire ce truc-là et que c'est très difficile de rivaliser avec toi parce que tu passes 10-12 heures par jour là-dessus parce que tu kiffes ce sujet. C'est ça le grand secret, en fait. Et est-ce que si tu suis ta curiosité pendant des années, forcément tu vas devenir millionnaire, faire beaucoup d'argent? Non. C'est ça le truc qui fait peur. C'est que peut-être tu vas avoir des intérêts qui vont te faire gagner modestement ta vie. Mais comme je dis encore, est-ce la grande question, est-ce que tu veux vivre dans un manoir à faire des choses que tu détestes, ou est-ce que tu veux vivre dans une maison modeste, dans un endroit modeste, à faire des choses que tu kiffes? Ça, c'est une décision que tu dois prendre. C'est toi qui prends cette décision. Je pense qu'il y a un meilleur chemin. Maintenant, à toi de décider. Et donc, peut-être que suivre ta curiosité, c'est en même temps le truc qui te fera gagner beaucoup d'argent. Donc, dans ce cas-là, banco. Mais est-ce que gagner beaucoup d'argent, c'est vraiment ce qui est important? Parce que finalement, pourquoi on veut gagner beaucoup d'argent? C'est pour atteindre un certain état interne. D'accord? On veut atteindre un objectif externe pour se sentir d'une certaine manière. Et quand on atteint cet objectif, on se rend compte que cet objectif ne génère pas l'état interne désiré. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On cherche un autre objectif à l'extérieur. Alors qu'en fait, le truc vient plutôt de l'intérieur, plutôt c'est comment tu remplis ta journée, comment tu te perçois toi, comment tu perçois les autres, c'est ça qui va changer ton état interne. Donc finalement, devenir riche ou pas, c'est secondaire. Ce qui est important, c'est de faire des choses qui t'inspirent, que tu kiffes, avoir une vie puis c'est faire des choses que tu aimes avec des gens que tu aimes, basiquement, dans un corps sain, tu vois. Donc, santé, relations, et puis contribution. J'aime bien ce terme contribution. C'est plus penser en termes d'utilité. Genre, qu'est-ce que je veux contribuer à faire pour les autres? Parce que quand tu suis ta curiosité, tu te dis en même temps, comment je peux faire en sorte que ce que j'apprends, ça peut aider les autres. Et c'est là où si tu cherches le bonheur, cherche à être utile, en fait. C'est dans l'utilité. Est-ce que c'est plus agréable de donner ou de recevoir un cadeau? D'accord? Quand tu commences à avoir des enfants ou des neveux, nièces, que tu offres un cadeau, tu vois, le plaisir que tu as donné ce cadeau est bien plus grand que celui de recevoir un cadeau. D'accord? On est conçu comme ça. Donc, être utile, c'est chercher à rendre les autres heureux, c'est ce qui nous permet d'être heureux. C'est un peu cliché, mais c'est extrêmement vrai. Et je terminerai sur la citation de Naval Ravikant qui nous dit « Trouvez ce qui a l'air d'être un jeu pour vous et du travail pour les autres. » C'est cette intersection entre les deux. C'est que pour toi, c'est un jeu, mais c'est du travail pour les autres. Parce que si c'est un jeu pour tout le monde, c'est difficile à monétiser. D'accord? Netflix, c'est un peu un jeu pour tout le monde, c'est agréable pour tout le monde. Regardez Netflix, comment tu veux vendre cette compétence? Tu dis, moi, je suis excellent à regarder des séries
et tu essaies de vendre ça à quelqu'un, t'es pas tellement utile, tu vois. Voilà. Alors que dès qu'il y a une notion de travail, il y a une notion de produire quelque chose et donc d'être utile pour quelqu'un. Et c'est réussir à être utile à l'échelle qui te permet de gagner plus d'argent. Voilà. Donc, suivre sa curiosité, et sa curiosité finalement c'est qu'est-ce qui absorbe ton attention? Qu'est-ce que tu pourrais faire toute la journée et pas voir passer les heures? Regarde déjà, je suis sûr, dans ton quotidien, il y a déjà des choses que tu fais et qui t'absorbent et tu vois pas passer les heures et qui a l'air d'être du travail pour les autres aussi. Enfin, qui est du travail pour les autres, mais pas pour toi. Tu vois? Moi, typiquement, opérationnel, optimiser mes process, c'est un truc, je perds le fil du temps quand je fais ça. Pourtant, c'est pour beaucoup de monde, s'ils pourraient s'en débarrasser, ils le feraient avec plaisir. J'adore faire ça. Donc, comment je peux monétiser ça? Productiser de gourou. Voilà. Ça va être mon focus probablement les prochaines années. J'ai dit ça plusieurs fois ces derniers temps, donc je dis probablement parce que justement je suis un petit peu à tâtons dans tous les sens. J'essaye, je lance des différentes offres et tout. Je regarde ce qui me plaît, ce qui me plaît pas. Et mais là, ce truc est avec moi là maintenant depuis 2 mois et ça m'intéresse beaucoup de voilà comment je peux t'aider finalement à automatiser 80-90% de tes actions quotidiennes dans ton business pour que tu puisses te concentrer sur la partie créative. Il y a aussi cette notion pour moi de pouvoir travailler sur papier, de pouvoir d'automatiser pour se libérer de la technologie. C'est un petit peu bizarre. C'est utiliser la technologie pour s'en débarrasser, tu vois. La plupart des gens, ils sont toute la journée la tête derrière leur écran. Enfin, je sais pas, moi je trouve quand même bien plus agréable comme mode de vie. Genre, si tu peux te poser un café avec un stylo, un stylo, un crayon et un bloc-notes et puis un livre papier et que tu te mets à penser à tes idées, tu rédiges tes outlines, et ensuite tu tournes un contenu face caméra, mais donc du coup t'as peut-être aller quelques heures par semaine où tu es sur l'ordinateur pour faire l'addition et encore tu peux trouver d'autres outils du style Freewriter pour écrire hors écran voilà, et donc tu es très 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 peu derrière un écran, ce qui te permet d'être plus connecté à la réalité. Enfin, je sais pas si tu as remarqué, quand tu es derrière un écran, tu es absorbé par ces pixels, par ce carré, et tu fais abstraction de la réalité. Alors que quand tu es en train de lire un bouquin, tu es dans la réalité. Je sais pas comment expliquer. C'est comme si tu as déjà vu le film Tron, peut-être, quand le mec se fait numériser dans l'ordinateur. J'ai un peu cette impression, genre, seul le monde numérique existe quand je suis derrière un ordinateur. Par contre, dès que je suis derrière un papier, un crayon, enfin, un bloc-notes et un crayon avec un livre papier, je suis pas absorbé dans ce monde façon Tron, je suis dans la vraie vie et ce que je suis en train de regarder fait partie de la vraie vie, fait partie du décor, fait partie, tu vois. Et j'ai un état d'esprit qui est très différent et plus concentré, et voilà. Donc du coup, j'aime cette idée d'utiliser la technologie pour ne pas avoir à l'utiliser. Donc faire levier sur la technologie pour qu'elle travaille à ma place. Dire, bah, si tu peux rédiger le brouillon de ce contenu plutôt que moi passer une demi-heure derrière l'écran, si je peux le faire avec ChatGPT en 30 secondes et ensuite je peux seulement faire l'édition à partir d'un Freewriter c'est des écrans ink un peu comme sur les Kindle sauf que tu peux écrire. Il y a aussi les Remarkable 2 avec un clavier, là je vais tester ces options. Et donc du coup, je peux éventuellement faire ça. J'ai pas ce même sentiment derrière ces écrans ink que derrière un écran d'ordinateur. Donc, bref, ça pour te dire, exit de l'infopreneur, productiser le gourou. Moi, c'est un truc qui me parle. La question, c'est toi maintenant, qu'est-ce qui te parle, tu vois. Et je terminerai encore une fois sur un petit dernier mot, c'est que c'est un exercice qui peut prendre des mois. Ne force surtout pas. Expérimente, laisse incuber. T'as le chemin qui va se révéler progressivement. Parce que si tu forces, tu vas stresser. T'auras peur de mal choisir et tu vas tourner en rond. Et c'est une parole d'expert de tournage en rond qui te dit ça. Donc, suis ta curiosité. Ne cherche pas à être rentable pour l'instant. Cherche à identifier des choses qui attirent naturellement ta curiosité. Et ensuite, tu verras comment monétiser ça. Je vous souhaite une magnifique journée. On se retrouve dans un prochain podcast. Salut.